Voilà, d'environnement ce matin, eh bien, nous allons voir le quotidien de nos femmes rurales avec vous, Fulbert Adjimerossou. Bonjour, bienvenue. Bonjour Christian. En plateau, vous avez en invité Dr Parfait Blalogoué, directeur du Centre de recherche et d'expertise pour le développement local. Une question ce matin, comment accroître la résilience des femmes en milieu rural face donc au changement climatique, n'est-ce pas? Tout à fait, les femmes font partie des couches les plus vulnérables au changement climatique. Et quand on dit changement climatique, il y a inondation, il y a sécheresse. Et donc, comment est-ce qu'il faut accroître la résilience? C'est pour ça que Dr Parfait Blalogoué est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Le CREDEL travaille pour la résilience des femmes, notamment dans certaines communes à risque du Bénin, lesquelles? Oui, effectivement, grâce à nos partenaires, nous travaillons sur le développement d'une résilience inclusive au climat et aux catastrophes. Le projet est implémenté actuellement dans 8 communes du Bénin, à savoir Ouida, Atiémé, Adjawere, Wenri, Glazoué, Savè et Djougouaké. Et quelle est la situation des femmes face au changement climatique dans ces communes-là? Et ce que nous avons pu constater après l'état des lieux, c'est les femmes sont impactées différemment par rapport aux hommes en ce qui concerne les changements climatiques. Et on a constaté que lorsque les risques climatiques arrivent, ça frappe beaucoup plus la femme que les hommes. Je prends un exemple très simple. Lorsque il y a une inondation qui survient là maintenant, on constate d'abord dans l'accès aux ressources que les femmes n'ont pas accès aux ressources de la même manière que les hommes. La ressource fondamentale ici, c'est la terre. Lorsque nous prenons la terre, par exemple, il existe beaucoup de barrières qui limitent l'accès de la femme à la terre. Généralement, les femmes ont accès à la terre la plus pauvre du milieu. Donc, du coup, ce qui est riche appartient aux hommes et c'est ce qui est pauvre, la terre pauvre, non productive qui arrive à la femme. Donc, du coup, quand il y a inondation, vous imaginez déjà, non seulement la partie cultivée par la femme est pauvre en ressources naturelles, mais elle est également impactée parce que l'eau va rester là. Et là, du coup, la femme n'arrive plus à trouver les biens nécessaires pour pouvoir produire et s'épanouir davantage. Voilà déjà un facteur de vulnérabilité de la femme. En ce qui concerne les catastrophes? En ce qui concerne les catastrophes, lorsqu'il y a une inondation dans le milieu, par exemple, et qu'on n'arrive plus à produire du tout, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme peut migrer facilement. Si c'est en milieu rural où il n'y a plus possibilité de survivre, il viendra rapidement en ville, prendre sa moto et commencer par faire zème. Mais en ce moment, qu'est-ce que la femme fait? La femme est obligée de rester dans le milieu, soit pour se débrouiller avec de petites activités. Même si ces activités ne marchent pas dans le milieu, elle est obligée de rester pour pouvoir subvenir grâce à ces activités-là. Et non seulement, elle a également la charge des enfants et des personnes âgées qui sont dans le milieu. Donc, du coup, non seulement sa journée de travail augmente, parce que quand elle se lève maintenant, non seulement elle doit pouvoir faire ses activités à elle, mais elle va s'occuper des enfants et s'occuper du vieillard qui est dans la maison. Donc, du coup, sa journée de travail augmente et par conséquent, elle dispose de moins de temps pour aller s'investir dans les activités productives, ce qui accentue davantage sa vulnérabilité. Or, en ce moment, l'homme est en ville, en train de mener ses activités, en train de faire sa vie normalement et revenir après maintenant pour pouvoir envoyer un peu de ressources de l'autre côté et demander comment la famille se porte. On sait qu'avec les changements climatiques, les ressources en eau diminuent considérablement. Est-ce que là aussi, les femmes ont des difficultés d'accès à l'eau potable quand il s'agit des changements climatiques? Oui, ça fait partie de l'un des facteurs qui accentue davantage la vulnérabilité de la femme. Quand je prends les ressources en eau, par exemple, si dans la localité, il y avait un point d'eau qui permet quand même à la localité de s'approvisionner et on avait l'accès facile à ce point d'eau à moins de 500 mètres. Et entre-temps, ce point d'eau se tarit. Vous imaginez que le point d'eau qui se trouve à plus d'un kilomètre ou 2 kilomètres qui doit aller chercher la ressource en ce moment, c'est toujours la femme qui doit se déplacer, faire la marche sur 1 kilomètre ou bien utiliser le vélo sur 1 kilomètre et aller chercher l'eau pour ramener dans le ménage. Donc, si elle avait l'habitude de consacrer 30 minutes pour aller chercher la ressource eau, du fait du tarissement de ce point d'eau qui est non loin de la localité ou bien qui se retrouve dans la localité, elle consacre désormais 2 heures de temps pour aller chercher encore la ressource pour ramener dans le ménage. Et du coup, ça veut dire qu'elle travaille davantage. Si entre-temps, elle a l'habitude de cesser ses activités domestiques à 20 heures, du fait du rallongement du temps pour aller chercher de l'eau, par exemple, elle peut aller jusqu'à 22 heures. Ce qui joue non seulement sur sa capacité physique, mais ça joue également sur son rendement au niveau des activités productives.
Est-ce qu'il y a des facteurs nouveaux qui ont été révélés par des études réalisées récemment par le CREDEL, notamment dans le cadre du développement de résilience au changement climatique, le DERIC? Oui, on a constaté plusieurs types de facteurs nouveaux et quand on prend le Bénin par exemple, on a toujours pensé qu'il y a des lois qui sont votées qui facilitent l'accès à la femme aux ressources au même titre que les hommes. Mais c'est toujours resté au niveau national. Dans les communautés, ce n'est pas vrai parce qu'il y a des communautés qui disent que la femme n'hérite pas du tout de la terre. Ça continue de demeurer au Bénin jusqu'à présent, où on dit non. Dans quelle communauté? Bon, pour ne pas stigmatiser les gens, sinon on allait créer d'autres choses. Sinon, il y a des localités, en tout cas dans les communes d'intervention, nous avons pu constater, quand on prend par exemple le sud du Bénin, lorsque nous sommes dans Atiémé, on dit par exemple que les femmes n'ont pas droit à accès à la terre. La terre appartient normalement aux hommes. Et c'est les hommes maintenant qui doivent céder une partie. Quand on dit céder là, on te met là. On met la femme là en attendant. Donc du coup, la femme n'a pas le contrôle sur cette ressource-là. Quand nous parlons de contrôle, ça sous-tend beaucoup de choses. C'est du coup, lorsqu'on constate que cette terre-là devient fertile, du jour au lendemain, l'homme va dire à la femme, mets-toi de côté, c'est moi qui reste là désormais. Donc du coup, lorsque la terre donne, ça appartient à l'homme. Lorsqu'elle est pauvre et ça ne donne pas, ça appartient à la femme. Ça veut dire que ça joue forcément sur la production du bien du milieu. Ça, nous l'avons constaté. En dehors de ça également, il y a des barrières. Et quand vous allez, par exemple, dans Wekri et à Djawere, vous savez qu'il y a beaucoup d'interdits dans ces milieux-là, où pour rien du tout, le culte euro peut sortir et personne ne va sortir, ou bien les femmes ne doivent pas sortir pendant des semaines. Ça constitue un facteur limitant pour la femme. Lorsqu'on dit pendant 3 jours, tu vas rester à l'intérieur du fait de la sortie de ce culte-là, par exemple, imagine qu'est-ce que la femme doit pouvoir faire en ce moment-là pour pouvoir subvenir ses besoins-là. Et quand elle est à l'intérieur, elle fait quoi? Comment ça va se passer? S'il y a des ressources du milieu, en ce moment où les hommes peuvent aller exploiter, d'aucuns diront que mais il y a naturellement leur mari là pour aller apporter la ressource. Mais les femmes veulent, dans ce cas-là, ils font quoi? Les femmes qui sont en situation d'handicap, elles font quoi? Comment elle va pouvoir subvenir à leurs besoins? Ce sont des facteurs qui limitent également l'adaptation de la femme au changement climatique. Mais lorsque nous laissons tout ça là et qu'on voit maintenant la garde des enfants, la charge familiale, ce que nous appelons généralement les activités reproductives, c'est-à-dire ces activités-là ne donnent pas un gain, mais ça permet d'entretenir le ménage. Lorsqu'on passe sur ce côté-là, c'est toujours la femme qui doit s'occuper de la personne âgée, qui doit s'occuper des enfants, qui s'occupe parfois même de l'homme, du mari, lorsqu'il est malade. Ça veut dire que tout ça là revient également à la femme. Donc plus les changements climatiques impactent le milieu, impactent les ressources du milieu, plus ça impacte davantage la femme. Il y a des points de sortie. Lorsque nous prenons nos documents de politique d'adaptation aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate en général que les mesures d'adaptation sont générales. Ce n'est pas spécifié. Je prends un exemple, par exemple, on a connu des projets par le passé où on dit on veut renforcer l'agriculture par rapport au changement climatique. Lorsqu'on met en œuvre ces projets-là, qu'est-ce qu'on fait? On va dire qu'on va donner des variétés à cycle court. Mais quand on veut parler de variétés à cycle court, là, c'est quoi? On va parler du maïs, on va parler de l'iam. Mais combien de femmes sont dans ces secteurs-là? Pour la femme, c'est beaucoup plus la tomate, c'est beaucoup plus les légumineuses. Or, quand ces projets-là arrivent là, on n'a pas souvent des regards sur les activités liées à la femme, mais on a beaucoup plus les regards sur les activités liées à l'homme. Donc, ça pose un problème. Donc, il va falloir faire l'analyse différenciée de l'impact et ensuite apporter des réponses. Déjà dans les documents de politique, qu'on sent qu'il y a des actions spécifiques qui sont orientées vers la femme et ça va permettre de renforcer sa résilience. Au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas possibilité aussi de trouver des microcrédits aux femmes pour les aider à accroître leur résilience? Tout à fait vrai, dans la mesure où l'accès aux ressources constitue également un grand facteur de vulnérabilité, puisque lorsque nous prenons par exemple la sécheresse, notamment au sud, dans les régions du sud ici, et qu'il y a les poches de sécheresse qui se manifestent au nord où la sécheresse est quand même vue de tout le monde, on constate que parfois il faut des motopompes pour arroser les cultures maraîchères et pouvoir produire en tout temps. Mais lorsque vous prenez l'accès au microcrédit, généralement en milieu rural, la femme ne peut pas aller contracter un prêt sans l'aval de l'homme.
Et parfois, lorsqu'elle va contracter le prêt, c'est encore l'homme qui est bénéficiaire de ce prêt-là. Du coup, ça réduit la possibilité de production de la femme. Or, si elle avait cette facilité d'accès au crédit, peut-être elle aurait pu contracter un crédit, acheter également la motopompe pour pouvoir arroser régulièrement son champ, son petit champ de légumineuses là, et pouvoir produire et vendre réellement pour trouver des ressources pour s'épanouir. Donc, la facilité à l'accès au crédit constitue également un facteur pour renforcer la résilience de la femme par rapport au changement climatique. Le défaut depuis 2 ans d'une loi sur les changements climatiques, la loi 2018-18 du 6 août 2018. Cette loi, est-ce qu'elle a un regard pour les femmes? Bon, nous allons dire que le pays a avancé. Et on peut dire que le Bénin constitue quand même le premier pays dans la sous-région ici qui a pris quand même une loi sur les changements climatiques. C'est une avancée, mais il reste encore à faire. Parce qu'au moins cette loi a permis de fixer les normes en matière de gestion des changements climatiques. Mais lorsqu'on parcourt la loi, je suis désolé de le dire parce que j'ai pris part au processus, mais lorsqu'on parcourt la loi, on constate qu'il n'y a pas une spécificité qui est faite à la femme. Vous avez pas pu plaider pour que les femmes puissent être intégrées? Bon, peut-être c'est par rapport à notre niveau de compréhension en son temps qu'on n'a pas pu insérer ces aspects-là dans la loi. Donc, il serait quand même bien que dans la révision, dans les années à venir, on puisse quand même mettre un accent sur la vulnérabilité et l'adaptation de la femme dans cette loi-là. Une dernière préoccupation, on sait qu'avec les changements climatiques, il y aura beaucoup plus de zoonoses. C'est le cas actuellement de la pandémie du coronavirus. Est-ce que vous avez un regard de la vulnérabilité des femmes actuellement dans le cadre du coronavirus? Bon, pas forcément dans le cadre du coronavirus, mais notre projet travaille sur la résilience de la femme par rapport aux catastrophes. Donc, parlant des catastrophes, évidemment, les épidémies, donc le coronavirus constitue évidemment une pandémie du siècle et par conséquent fait partie des catastrophes. Lorsque, sur le terrain, nous avons essayé de voir comment cette maladie frappe les femmes, généralement, en milieu rural, la femme fait quoi? Soit c'est le petit commerce, et ce petit commerce-là se limite généralement à la vente de nourriture. Et ensuite, maintenant, les petits travaux champêtres. Mais lorsque vous allez sur le côté de la vente de nourriture, vous êtes d'accord avec moi que par ces temps de pandémie, tout le monde se réunit à dire « Ah non, je ne veux plus acheter à manger dans la rue. Donc, je dois manger à la maison. » Donc, du coup, ce que la femme fait en milieu rural pour pouvoir vendre le matin avant d'aller au champ, elle prépare désormais, plus personne n'achète. Ce qui accentue davantage sa vulnérabilité. Et l'autre facteur également, du fait que son activité l'amène à se promener de ménage en ménage. Ça veut dire qu'elle augmente le risque, elle est plus exposée à contracter le virus. Or, elle ne peut que faire ça là pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, ça frappe à double titre la femme par rapport à ses activités et par rapport à son exposition pour pouvoir contracter rapidement le virus. Et quand on fait tout ça là, à supposer que rien de tout ça ne touche à la femme. Lorsque ça touche les enfants du ménage, ça touche déjà la femme. Lorsque ça touche le mari, ça touche déjà la femme. Lorsque ça touche la personne âgée, ça touche déjà la femme. C'est comme si la femme est au centre de tout ça. Donc du coup, il va falloir trouver des mesures pour encadrer davantage les femmes pour leur épanouissement et pour leur résilience par rapport au climat et aux catastrophes. Et des acquis, par exemple, en matière de lavage de mains, des dispositifs. On sait que les femmes travaillent beaucoup plus en groupement. Des groupements de gari, des groupements de tapioca, des groupements de ci et ça. Est-ce qu'on peut trouver des moyens pour les aider à respecter les gestes barrières tout en conservant cette pratique de travail en groupe? Oui, et ces moyens, par exemple, nous, dans le cadre du projet, on a essayé de fabriquer, grâce aux partenaires, bien grâce à l'appui des partenaires, on a fabriqué des dispositifs de lavage des mains qu'on a mis à la disposition de ces groupements de femmes bénéficiaires des actions de nos projets pour pouvoir respecter ne serait-ce que le lavage des mains. Ensuite, maintenant, on essaie de les conseiller également sur la distanciation prônée par les mesures gouvernementales afin qu'elles puissent respecter cela tout en menant leurs activités. Mais toujours est-il que ces matériels-là sont insuffisants. Si les gouvernants peuvent quand même essayer de doter davantage ces groupements de femmes de beaucoup plus de matériel, ça serait intéressant. Merci, docteur Parfait Blalogo. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre de recherche et d'expertise pour le développement local. Oui. Merci, Christian. Merci à vous, Fulbert Adjimerosso, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée du jeudi. Nous observons la pause. Je vous reviens juste après.